Voilà, bonjour. Donc je fais partie du groupe de travail sur l'ambulatoire de l'AP, mais également je suis responsable donc, de l'unité de chirurgie ambulatoire de Necker et puis et chirurgien ORL. Et donc je vais vous parler un petit peu des particularités de l'enfant, sans rentrer en détail sur les parcours patients, etc., mais surtout ce qui est spécifique à l'enfant. Alors, chez les enfants, on sait bien, alors tout ça est vrai également pour la chirurgie traditionnelle, pas spécialement ambulatoire, mais on va voir que pour l'ambulatoire, il va falloir qu'on tienne compte de toutes ces particularités. Le jeûne, par exemple, chez l'enfant, chez le petit enfant, est beaucoup moins bien supporté et il ne va pas être question de faire venir tous les enfants le matin et puis tout le monde passe avec certains qui vont avoir 9 heures de jeûne et d'autres, non, ça c'est pas concevable, c'est moins supporté médicalement, c'est moins bien supporté psychologiquement par les enfants et par leur famille aussi, qui ont du mal à voir leur enfant à jeun, même si l'enfant le tolère encore bien. Il y a également un facteur qui perturbe l'organisation, qui perturbe les familles qui se sont préparées à une chirurgie, c'est la fréquence élevée des annulations reprogrammation en période hivernale. Parce que effectivement, avec les épisodes viraux, on est très souvent amené, on a des taux d'annulation un peu de dernière minute qui sont perturbants pour les familles et puis pour les équipes aussi. On va avoir à gérer l'angoisse de l'enfant, l'angoisse des familles également, l'angoisse de séparation au moment de rentrer dans le bloc opératoire. Le retour à la maison pour les parents, avoir un enfant qui a eu une anesthésie proche, ça peut être aussi une source d'angoisse pour eux. Donc c'est des difficultés qui sont identiques à la chirurgie traditionnelle, mais qui peuvent être amplifiées en unité de chirurgie ambulatoire du fait de la proximité de l'anesthésie. Alors, je ne détaille pas toute cette liste, il y a des contre-indications qui peuvent s'appliquer également à l'adulte et à d'autres populations, mais chez l'enfant, on a des contre-indications spécifiques à l'ambulatoire, que sont le nourrisson de moins de 3 mois, alors on peut en discuter, mais enfin en gros ça fait consensus, le fait d'être un ancien prématuré, et puis également les apnées du sommeil importantes, c'est-à-dire avec des index d'apnée sur les études de polygraphie, plus de 10 par heure, et c'est vrai que chez les enfants opérés de toute autre intervention que des interventions ORL, on peut avoir des hypertrophies des amygdales et végétation qui sont passées inaperçues, qui sont responsables d'apnée. Donc c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et qui sont pris en compte à la consultation d'anesthésie pédiatrique. Et puis, on a des critères sociaux d'éligibilité qui sont spécifiques aussi à l'enfant, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'un parent reste pendant toute l'hospitalisation. Ça peut paraître évident, mais il y a beaucoup de cas où on a des parents qui en hospitalisation traditionnelle finalement ne sont pas là en permanence. Là, il va falloir qu'ils soient présents dans l'unité de chirurgie ambulatoire tout le temps. Bien sûr, ensuite à domicile avec un téléphone, ça c'est assez proche des critères habituels. Il va falloir, pour le retour, il faut bien expliquer aux familles comment ça va se passer. 2 accompagnants majeurs si c'est un enfant de moins de 10 ans, un qui va conduire et puis un qui va s'occuper de l'enfant. Et puis sinon, un accompagnant majeur pour un enfant plus grand, de plus de 10 ans, peut suffire. Et sinon, il va falloir partir en taxi. Donc tout ça, c'est des choses spécifiques à l'enfant qu'il va falloir organiser. Alors, je suis désolée pour les diapositives, l'intégration là-dedans les a un peu modifiées, mais on lit quand même. Donc, on s'est rendu compte, en fait, depuis les années 90, sont apparus des développements de stratégies de préparation à l'UCA, ce qui était peu fait avant, donc dans la littérature, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Et alors, ça a été des stratégies diverses, de consultations infirmières, de nouvelles consultations éventuellement avec le chirurgien pour réexpliquer, consultation infirmière, des livrets de préparation, et maintenant bien sûr on va de plus en plus vers les sites web, les moyens plus modernes entre guillemets de communication et d'information. Et par exemple, il y a eu un article récent là, en 2015 sur l'intérêt de sites web de préparation des enfants et des parents avec des films adaptés aux enfants pour bien leur expliquer le parcours patient, qu'ils comprennent les choses. Et ça a été prouvé que ça réduit l'anxiété à l'entrée en salle et l'anxiété parentale également. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on a développé à Necker dans l'unité de chirurgie ambulatoire? Bon, voilà les différents points, on les reverra après. Il y a ce fameux PASS-UCA qui est un petit livret qui est vraiment facile d'accès aussi bien pour les enfants que pour les parents, avec également un film du parcours patient qui a été fait
en 2015, qui explique vraiment toutes les démarches et pour les enfants qui est très accessible. La consultation infirmière, on va en reparler. La présence des parents jusqu'à l'entrée en salle d'opération, enfin dans le bloc, vraiment à la porte du bloc, avec un enfant qui est à pied, donc qui est dans l'action, il n'y a pas ce passage sur le brancard, l'attente, etc. Et tout ça, c'est important. Il y a ce concept de rolling induction qui a été développé par le docteur Pennec, qui est un anesthésiste à Necker, et qui se calque un petit peu sur ce qui se passe dans l'aéronautique, où on n'est pas obligé de s'arrêter pour faire la checklist, parce que chez l'enfant, les temps d'attente sont des temps où l'angoisse peut monter. Et finalement, l'idée d'être toujours dans l'action permet d'éviter ces moments qui sont source d'angoisse pour l'enfant. Et donc, c'est le principe, c'est-à-dire qu'on organise des choses dans la salle d'op pour que quand l'enfant rentre, les choses ont été faites et il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'impression de flottement. Et c'est probablement quelque chose d'important pour diminuer l'anxiété des enfants. Alors, on a des cas où on peut autoriser les parents à être là pour l'induction anesthésique, dans certains cas, troubles du comportement ou autres, des cas particuliers, mais ça n'est pas la règle générale, parce qu'au niveau du fonctionnement des équipes, c'est quand même compliqué d'avoir les parents en salle d'opération. Et puis, bien sûr, dès que l'enfant est réveillé, passe en salle de réveil, en SSPI, eh bien, les parents sont appelés tout de suite. Alors, je vous montre succinctement cette unité donc, qui est de plein pied, ce qui est très important, puisque là, on va avoir le patient à pied. Donc, du coup, on n'a plus besoin de faire de prémédication des enfants dans la majorité des cas, parce que c'est un enfant qui va rester actif dans la salle d'attente, où il va être convoqué 2 heures avant sa chirurgie. On demande à la chirurgien de jamais changer l'ordre des chirurgies à partir de l'appel de la veille, surtout pour que justement le jeûne ne soit pas décalé. Ensuite, il va passer au vestiaire, il va se changer une vingtaine de minutes avant le passage en salle d'op. Là, dans la salle préopératoire, on commence à installer les capteurs, etc. avec les parents. Donc tout ça est fait avec eux, le scope, la saturation. Et puis, l'enfant passe à pied dans les salles d'opération. Donc il n'y a plus de brancardage, il n'y a plus de temps d'attente. Et ensuite, le passage à la SSPI, salle de réveil, donc, puis en salle de pré-sortie, dans ce parcours donc, de plein pied. Alors, bien entendu, ça, ce n'est pas spécifique à l'enfant. Toutes les étapes du parcours patient sont formalisées, vérifiées, tracées. On essaye de revenir dessus quand il y a des choses qui dysfonctionnent ou des endroits où ça coince. On travaille vraiment là-dessus avec les cadres, avec le personnel de l'unité, avec les référents chirurgicaux. La consultation infirmière est très importante parce qu'en consultation avec le chirurgien, on donne tellement d'informations déjà sur la chirurgie, sur la maladie, etc. On explique globalement ce que c'est que la chirurgie ambulatoire, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. C'est pareil pour l'anesthésiste. Et la consultation infirmière, elle se fait dans les locaux de la chirurgie ambulatoire. Lors de la consultation d'anesthésie, comme ça, justement, le repérage de l'unité, ça a l'air bête, mais le matin, il y a un peu la panique de l'intervention qui va venir. Il faut savoir où est l'unité de chirurgie ambulatoire, y être déjà allé. Et donc, l'anesthésiste est vu dans l'unité de chirurgie ambulatoire. Et c'est là que l'infirmière reprend toutes les informations, vérifie les corps, bien tout ce qui est administratif, mais également vérifie que les parents ont bien eu ce fameux PASUCA, l'ont compris, revoit ça avec les parents, ça c'est très important. Alors ensuite, la consultation infirmière, il y a également des consignes plus médicales qui sont reprises, les médicaments, le jeûne, tout ça est réexpliqué. L'enfant est pesé, c'est important en pédiatrie, alors un poids récent, le poids d'il y a 1 an, ça vaut pas, pesé, toisé. Et puis voilà comment se passe l'unité, donc avec l'entrée de l'unité, la salle d'attente. Donc on essaye qu'il n'y soit pas plus de 2 heures moins 20 minutes, donc 1 heure et quelques. Il y a des jeux, on essaye bientôt d'avoir le film avec le parcours patient qui tourne, comme il est très ludique ce film, ça leur permettrait de revoir un petit peu tout ça. Ensuite la salle de pré-bloc, l'entrée, donc hop, on sort de la salle de pré-bloc et pour aller au bloc opératoire, enfin au pluriel. Et puis ici, donc en salle de pré-bloc, on commence à mettre les différentes électrodes avec les parents, tout ça de façon assez ludique. On met une bonne odeur dans le masque, ils choisissent l'odeur qu'on met dans le masque, c'est important, parce qu'il y a des très mauvais souvenirs d'odeur pour les enfants, d'odeur d'anesthésiant qui est très perturbant. Voilà, et ensuite, donc l'anesthésiste passe, le chirurgien qui vient voir si tout va bien, on refait la checklist avec les parents, et hop, en route. Bon, en fait, ils sont un peu accompagnés, les bouchons, ils sont pas comme ça. Là, il se trouve que pour cette photo, c'était marrant.
Oui, et on ne les lâche pas tout seuls pour aller au bloc. Voilà, et l'arrivée en salle d'opération, donc avec une idée de dynamique, on les installe, on explique, on parle et hop, on commence. Et tout ça doit être fluide. Et c'est vrai qu'on a des temps d'occupation de salle pour une même chirurgie dans cette unité et ailleurs qui sont vraiment différents. Alors, la salle de réveil, qui est une salle assez ludique, où les parents donc, sont, pas ludiques, mais assez gais pour les enfants, avec des couleurs. Un petit diplôme d'enfant courageux. Bon, ça, c'est très spécifique à l'enfant, mais on pourrait peut-être le donner aussi aux patients qui peuvent être présents, patients adultes. Et puis la salle de pré-sortie où la sortie définitive est signée, on reprend l'alimentation, etc. avec un score de sortie qui n'est pas, on n'attend pas le passage de l'anesthésiste pour que la sortie puisse être effective. Il y a un score de signes vitaux, l'activité, etc. Et si ce score est bon, l'enfant peut sortir sans que l'anesthésiste repasse pour ne pas faire d'attente indue. Voilà un petit peu comment ça se passe. Bien sûr, on a un appel à J+1. Bon, je passe parce que ça n'est pas spécifique. On a un appel, quand cet appel à J+1, il y a ou de la fièvre, des problèmes de douleur, etc. On rappelle à J+2 et J+5. Donc, on essaye vraiment d'entourer l'enfant. On n'est pas passé encore au SMS, tout ça, mais on va être dans ce travail objet connecté. On va peut-être voir d'autres modalités de contacter les patients. Donc, la chirurgie ambulatoire est très adaptée à l'enfant. Il y a vraiment des mesures, des contraintes spécifiques, mais on se rend compte que c'est très adapté à l'enfant et que les familles sont très demandeuses d'être avec leur enfant à la maison et les enfants aussi. Et c'est important d'avoir une vraie stratégie de préparation au séjour en ULCA et aux suites post-opératoires. Et puis l'importance d'une structure adaptée. Et nous, on a trouvé que ce concept du patient à pied était vraiment quelque chose qui déstressait beaucoup les enfants. Et sans prémédication, ça a été une vraie difficulté d'arriver à passer pour notre équipe anesthésique de prémédication systématique à quasiment pas de prémédication. Et en fait, ça se passe vraiment très très bien et on en est très content. Voilà.